Voilà, on se retrouve à présent avec notre invité cette semaine, Michael Correa, qui a écrit ce livre, Une histoire populaire du football. Bonjour Michael. Bonjour. Merci de venir dans Transversal. Et merci pour ce livre qui est une somme très importante. Il y a un point de vue, il y a un angle dans votre livre. J'ai envie de dire que c'est un livre militant On politique. peut l'aborder comme ça. Est-ce que tu acceptes ça tout d'abord? Oui. Après, il y a déjà le mot populaire qui n'est pas anodin. Populaire, il y a deux sens. C'est d'abord ce qui est issu du peuple et donc ce qui veut dire, ce qui est, on va dire, en opposition aux élites, aux classes dominantes, etc. Et puis populaire, c'est un peu aussi ce qui touche le plus grand monde, quoi. Donc cette double articulation, c'est un peu le point de départ du bouquin, quoi. Qu'est-ce que ce football du peuple? Et pourquoi ce football est si populaire encore Pourquoi tu as aujourd'hui, voulu nous raconter cette histoire sous cet angle-là? Quel est le moteur? Qu'est-ce qui te donne envie d'écrire ce livre au départ? C'est ce qui est devenu le football, ce qu'il a été, ce qu'il n'est plus, ce qu'il est idée de ce qu'il a aujourd'hui. été, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais il faut voir s'il y a une réelle évolution. Je ne suis pas forcément d'accord avec toi. On en reparlera. Effectivement, ça part d'un point de départ. Le constat de départ, c'est qu'est-ce que le foot aujourd'hui, qui est devenu le foot, ce qu'on appelle un peu le foot business. Cette marchandisation un peu à outrance du football, c'est quoi un peu ses dérives, que ce soit au sein des clubs ou à travers les joueurs, les agents, l'hyper-sécurisation des stades, etc. Mais donc il y avait ce point de départ-là, mais c'était aussi de dire, malgré ça, le foot reste éminemment populaire, il est pratiqué encore aujourd'hui par des millions de joueurs et de joueuses, quoi. Donc il y a vraiment une autre histoire un peu plus méconnue qui est vraiment ce football-là par en bas, entre guillemets. L'idée de départ, enfin moi je l'ai vu comme ça, et ça a toujours été une de mes opinions, c'est que le foot est politique. Tu es d'accord avec cette idée, j'imagine. Comment on peut expliquer que très vite, on a une expression politique à travers le football? Dès qu'il y a une question de massification, dès que ça devient une culture de masse, obligatoirement les politiques, donc que ce soit les mouvements de gauche, les syndicalistes, etc., mais aussi les grands régimes étatiques, les grands régimes totalitaires, vont forcément s'intéresser parce que c'est un moyen de mobiliser les foot, quoi. Mais au-delà de la pratique, il y a aussi le foot en tant que spectacle, je pense, qui fait que c'est éminemment populaire, c'est que c'est une dramaturgie. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'incertitude. En 90 minutes, on peut ressortir plein d'émotions différentes, de la rage au sentiment d'injustice. Et cette dramaturgie-là fait que c'est quelque chose d'éminemment puissant. Alors il y a énormément, ce ne sont pas des anecdotes, ce sont plutôt des moments d'histoire dans ton livre où le foot rencontre la politique. Il y en a, je ne sais pas si tu as tout mis. Il y a 22 chapitres, tu en as mis énormément et il y en a beaucoup dans l'histoire du football. Il y en a un, moi, qui me plaît beaucoup. Et c'est quand tu expliques qu'au départ, le dribble, je le résume, c'est l'arme du pauvre en fait. Oui, effectivement. Il faut savoir Parle-nous de ça parce que c'est... Il faut savoir qu'au Brésil, donc le dribble qui est vraiment un des gestes fondateurs du foot brésilien, donc c'est né au Brésil dans les années 20. Il faut savoir que donc, le football à l'époque est encore réservé vraiment à l'aristocratie blanche, quoi. Donc c'est un jeu exclusivement réservé à cette élite blanche-là. Et au début des années 20-30, on va commencer à avoir des joueurs noirs ou métis qui vont être sur le terrain. Ce qui va se passer, c'est comme l'arbitre, le public et les joueurs sont encore extrêmement racistes. On va s'en donner un peu à cœur joie sur ces joueurs puisque l'arbitre ne va pas siffler la faute. Donc qu'est-ce que va faire le joueur noir face à cette espèce d'injustice sur le terrain? Il va esquiver cette violence-là du défenseur blanc. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. C'est vraiment le geste de la réponse du dominant face au dominé où on se soustrait à cette violence-là. Le jeu de passe allait à l'encontre, et dans le jeu de passe il y avait également le dribble, à l'encontre d'un jeu peut-être plus, en tout cas en Angleterre on voulait le voir comme ça, plus aristocratique, qui était basé sur le combat d'homme à homme, quoi. Non, effectivement. Il y avait cette éthique du fair play là qui est vraiment issue de la chevalerie au fait. Donc, comme le foot n'est vraiment dans l'aristocratie anglaise, donc ça se retranscrit dès le début dans le jeu. Donc on a un jeu très rude, très individualiste, très viril et très violent. Et où l'objectif c'est vraiment de mettre en avant l'exploit individuel du joueur. Et c'est vrai que quand les ouvriers vont se réapproprier ce foot-là, ils vont un peu retranscrire ce qu'ils vivent dans leur communauté ouvrière, mais aussi à l'usine, c'est-à-dire ces questions-là d'entraide et de solidarité. C'est vrai que cette passe-là, ça va vraiment
à être voilà, l'incarnation de l'entraide entre ouvriers à l'usine comme dans leur vie au quotidien, quoi. Le succès populaire du football fait qu'évidemment, on l'a dit, le politique s'y intéresse et l'économie va s'en emparer à partir du moment où énormément de gens sont soit devant la télé, soit au stade. Forcément, l'économie s'installe. Est-ce que pour toi, l'expression populaire du football, elle va forcément à l'encontre du business ? Je pense c'est compliqué en fait. C'est ce que j'essaie de c'est un démontrer combat, je veux dans dire, Il y a des rapports de force effectivement qui sont tracés dès le début. On voit dès le début les premiers clubs, notamment en Angleterre, c'est vraiment les grands patrons d'industrie qui investissent dedans. Mais entre foot populaire et foot business, c'est vraiment pas étanche au fait. C'est deux sphères qui communiquent et qui se rapproprient les unes les autres. Un des meilleurs exemples que je cite dans le livre, c'est le FC Barcelone, qui est aujourd'hui un des étendards du foot marchand, qui est un des grands clubs mondialisés, etc. Et en même temps, on voit que dans son histoire, sous la dictature franquiste, le stade du Camp Nou, c'est un des rares endroits de résistance culturelle au franquisme. Il y a toujours eu cette identité catalane qui a été très revendiquée. Il suffit par exemple de se balader, moi j'ai vu ça par exemple en Palestine et j'explique beaucoup dans le livre, où tous les gamins, où tous les supporters sont fans du Barcelone parce que cette rivalité avec le Real de Madrid, avec l'État central espagnol, ça rebondit vraiment, ça rentre vraiment en écho avec leur combat, avec la cause palestinienne. Donc, ce qui peut être le pire, l'étendard pire du foot business, ça peut être aussi un porte-drapeau politique. Donc il y a vraiment une contradiction comme ça entre le foot marchand et le foot plus sauvage, plus populaire. Quand le peuple qui va au stade s'organise en tribune, que ce soit pour encourager ou en tout cas pour s'exprimer, arrivent les regroupements de supporters et les mouvements ultras. Quel regard tu portes sur ça aujourd'hui ? Est-ce que chez eux, il y a une expression politique ? Oui, bien sûr. Déjà, il faut savoir que le mouvement ultra, il est né vraiment dans les années 70 en Italie, dans une effervescence politique très particulière. C'est vraiment le mouvement autonome, les mouvements de gauche qui sont dans la rue. Et on va avoir plusieurs pratiques propres à ces groupuscules de gauche qui vont être apportées dans les stades. Donc la culture ultra, c'est vraiment quelques pratiques, s'organiser en groupe, avoir un chef avec un mégaphone, avoir des slogans, s'organiser au même titre qu'une lutte, s'organiser pour soutenir son club. Donc déjà, ça vient vraiment de là, quoi. Un choc jamais vu en première ligue. À West Ham, la protestation a pris une ampleur inédite et saisissante. Le club est à la dérive en championnat, les supporters n'en peuvent plus. Depuis plusieurs mois, les manifestations s'enchaînent à l'encontre des actionnaires majoritaires, David Sullivan et David Goff. Est-ce qu'ils se voient comme les syndicats d'une entreprise, quelque part ? On peut... Les syndicats de leur club, en tout cas, c'est vrai qu'il y a vraiment une Oui, belle si le club est analogie, une entreprise, la tribune, enfin le groupe ultra se voit comme un syndicat avec l'idée de contester soit le pouvoir en place, les choses qui finalement ne leur plaît pas dans l'équipe ou dans le club. Ouais, ils ont leur intérêt, leurs revendications à porter, que ce soit avoir des places à prix accessible. Football for everyone! Football for everyone! C'est vrai que là, les violences depuis footballistiques, entre guillemets, qu'on voit depuis quelques mois avec ce qui s'est passé à Lille ou au West Ham notamment, je pense que c'est vraiment une violence footballistique qui répond pour moi à une violence économique. Parlons justement, et tu en parles dans plusieurs chapitres, du mouvement hooligan en Angleterre. Au début, on ne peut pas dire que le hooligan soit marqué politiquement, en tout cas dans l'expression de sa violence. Mais j'ai même l'impression, est-ce qu'il est amoureux de foot ? Est-ce qu'il vient pour se défouler ? J'imagine que tu as lu John King. Oui, bien sûr. Et son magnifique, bon, il n'en a pas fait qu'un livre, mais England Away, où là, quand on le lit, on a en gros aujourd'hui un mec qui voterait extrême droite ou je sais pas moi, Dupont-Aignan ou ce genre de parti-là. C'est anti-Europe, anti-internationalisation. La culture hool, elle émerge vraiment dans les années 60 à un moment très particulier en Angleterre. C'est-à-dire que tous les quartiers populaires, notamment de l'Est, de Londres, ont été bombardés. Du coup, il y a des nouveaux quartiers qui sont mis en place, de ce qu'on l'équivalent des HLM un peu en France, quoi. Du coup, on va avoir toute une jeunesse. Il y a aussi un autre mouvement qui se croise. C'est le début des premiers mouvements adolescents, les Teddy Boys, les Rockers, les Mods, etc. Du coup, pour cette jeunesse-là, il y a besoin de se réapproprier un nouveau territoire. Donc,
comme c'est plus le territoire d'avant, les fameux quartiers de l'Est londoniens, les quartiers ouvriers de Liverpool, on a besoin de retrouver un nouveau territoire à défendre. Et ces nouveaux territoires vont être les tribunes populaires, les fameux Ends en Angleterre, quoi. Effectivement, ça a dérivé vers des pratiques très violentes, puisque ça va plus être le match, la confrontation, elle va plus se jouer club contre club. Pour ces gens-là, mais elle va vraiment se jouer dans les tribunes, quoi. Il va y avoir un autre match qui va se jouer en tribune. Ça a donné lieu, comme tu le disais, à des excès de violence insupportables et indéfendables, parce que l'expression populaire, au bout d'un moment, elle a une limite, c'est qu'elle dévie vers une violence qui est juste aveugle, qui en fait n'est l'étendard de rien du tout. C'est une grande différence entre le mouvement ultra et le mouvement hooligan, c'est que le mouvement ultra, il y a vraiment la défense de ses couleurs et de son identité. Et parfois, ça peut dériver vers quelque chose de violent. Ça arrive malheureusement trop souvent quand même. Ça peut arriver, et le hooliganisme, c'est vraiment une fin en soi. C'est vraiment la violence physique qui est une fin en soi. C'est vraiment une des grandes différenciations entre eux. La réponse du foot d'aujourd'hui, qu'on appelle communément le foot business, d'abord au hooliganisme en Angleterre et encore aujourd'hui, c'est une crainte vis-à-vis de ces mouvements populaires. Et finalement, quelque part, ça conduit à évacuer cette partie populaire dans le stade pour faire venir un autre public. C'est une excuse pour moi, je pense que c'est vraiment une excuse. Alors, il y a vraiment eu les drames de Heysel en 85 et de Hillsborough en 89 qui ont vraiment été des excès de violence insupportables, effectivement. C'est vrai que le gouvernement Thatcher a vraiment profité à l'époque pour vraiment nettoyer les gradins. C'est-à-dire qu'on ne ciblait pas 200 ou 300 personnes qui créaient des problèmes et qui ont causé la mort de plusieurs personnes. C'était vraiment une façon, pour moi, de gentrifier les tribunes. Donc c'est vraiment de nettoyer les classes populaires des stades. Et on voit ça aussi aujourd'hui. Le plan Le Proux, en 2010, c'était ça aussi. Enfin, il répondait quand même à des excès de violence qui étaient insupportables. Qui étaient horribles, et il y a eu des morts, etc. Mais le COP de Boulogne et la tribune d'Auteuil, c'était à peu près 13 000 personnes, 13 à 15 000 personnes. Et les services policiers et le club savaient très bien que ça concernait entre 200 et 500 personnes. Et le joueur dans tout ça, finalement, à une époque, il a peut-être pu s'impliquer davantage sur les questions politiques. Aujourd'hui, bon, évidemment, si on fait référence à Socrates, à la démocratie corinthienne, mais les exemples sont assez rares. Est-ce que le joueur de foot, il n'est pas simplement un pion du système? Il est là pour être acclamé, il joue et il profite des bons et des mauvais côtés du système? Comment tu vois ça? Ça, pareil, je remonterai aux origines du foot, qui est pas une des contradictions même, comme je disais depuis dès le début, entre le foot business, le foot marchand et le foot populaire, c'est que la professionnalisation du football, c'est une revendication du monde ouvrier. Il faut savoir que les premiers joueurs professionnels, c'est vraiment des ouvriers qui sont tirés de l'usine. On leur dit, on te donne un petit billet pour compenser ta journée de travail perdue à l'usine. Effectivement, après, ces ouvriers footballeurs se sont organisés, ont commencé à demander un véritable salaire. Donc déjà, il y a cette contradiction là, très particulière qui fait que la professionnalisation, c'est une revendication à la base syndicale. Donc effectivement, aujourd'hui, les joueurs sont des travailleurs un peu particuliers, avec toujours pareil cette travailleurs de luxe, avec toujours cette contradiction très particulière, qui c'est quand même beaucoup des gens qui sont issus de milieux très populaires à la base, quoi. Aujourd'hui, les joueurs de foot écoutent du rap, ça ne les conduit pas à une véritable contestation sociale. Ils sont plus dans l'ultralibéralisme, ce qui est finalement ce qui sont les valeurs véhiculées par le rap. Oui, bien sûr. Par le rap, ça, je sais pas, je suis pas sûr qu'on puisse faire une analogie comme ça. En tout cas, je pense que c'est plus à travers toujours leur pratique corporelle qui a une dimension politique. Quand on voit des joueurs aujourd'hui qui sont vraiment issus de cités, des gens qui sont vraiment jouer dans la rue, je pense à des joueurs comme, le premier c'est Zidane, la première figure du joueur de cité, mais des joueurs Zidane aussi n'est pas comme un joueur Pogba. rap. Non, mais à des joueurs un joueur comme... de l'ancien temps. Oui, c'est vrai. C'est la première figure de cité, c'est ce joueur-là, mais je pense à des gens comme Dembélé ou Pogba, etc. Il y a vraiment toujours cette recherche esthétique du jeu-là, du beau geste. Ah, il est dans la boîte ou pas? Ah non, celui-là il fait mal. Qui est un jeu aussi qui est non rentable, qui n'est pas productif, puisque c'est juste un beau geste esthétique qui sert juste à se faire plaisir à soi et à faire plaisir au public. Et là-dedans, déjà pour moi, il y a une dimension politique là-dedans, l'air de rien. Et alors, c'est quoi l'évolution
parce que finalement on peut ressortir de ton livre, pas forcément avec l'idée c'était mieux avant, parce que c'est pas ça du tout le propos. Non, parce que non, tu pas fais du plutôt un inventaire des histoires, parce que toi tu appelles ça une histoire populaire du football, on pourrait presque dire des histoires populaires du football. Qu'est-ce qu'un auteur qui s'est penché là-dessus comme toi a comme vision du foot aujourd'hui? Il est triste, il regarde plus, il dit c'est pas le foot que j'aime, la dimension populaire a été gommée, Non, il y a ce toujours sont ça. les classes moyennes ou supérieures qui vont au stade, c'est que du Je business. pense qu'au même titre qu'aujourd'hui on a la société civile qui aspire à de plus en plus de démocratie dans la vie politique, aujourd'hui dans le football, et ça c'est vraiment la figure du supporter qui est aujourd'hui en train d'émerger, de dire qu'est-ce qu'on va faire de cette figure-là, du supporter qui a vraiment envie d'avoir de plus en plus de pouvoir, de plus en plus son mot à dire dans la gestion du club et dans la gestion des stades. Et ça se retranscrit, il faut toujours revenir aux origines, et aujourd'hui ça se retranscrit en Angleterre et c'est pas anodin, avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est le phénomène des coopératives de supporters, où c'est des gens qui se cotisent entre eux pour vraiment racheter des parts au sein de leur club, ou même pour faire leur propre club autogéré, pour dire regardez, on va avoir notre mot à dire. Merci beaucoup, Merci Miguel. à vous.